Alexandrina et l'Université Senghor ont l'honneur de vous accueillir ce soir à la séance inaugurale de la seconde édition du colloque international de la pierre au papier, du papier au numérique, quel moyen de sauvegarde de l'écrit. Bienvenue, bienvenue à ce lieu sacré, magnifique et spécial, où nous sommes, surtout pour les chercheurs et les conservateurs du patrimoine. Notre séance est diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Alexandrie. Une traduction simultanée est disponible vers l'anglais, le français et l'arabe. Je vous invite à utiliser les casques ici à droite. Chaîne 1 pour l'arabe, chaîne 2 pour l'anglais, chaîne 3 pour le français. Et maintenant, permettez-moi d'appeler au podium Madame Dina Youssef, chef du secteur des bibliothèques de l'ABA, pour inaugurer la séance, au nom de Monsieur le directeur de l'ABA, Dr Ahmed Zayed. Madame Dina Youssef est la directrice aussi du centre du LIFLA pour les bibliothèques de langue arabe, installée à l'ABA, et elle est formatrice certifiée et responsable associée de l'IFLA. Dina a rejoint le comité des livres et publications au ministère de la Culture égyptien de 2015 à 2017. Elle est actuellement un membre actif du Conseil consultatif international du projet Mémoire du monde à l'UNESCO, de la Fédération arabe des bibliothèques et de l'information AFLI, en qualité de membre de l'Association des bibliothèques égyptiennes. Elle a également exercé 2 mandats de membre de la section de l'IFLA pour l'Afrique. Cette allocution est en anglais. Madame Dina, je vous cède la parole. Thank you everyone for coming, and I'm so happy to hear my bio in French. I love the French language. I love hearing it. I'm not so good at talking it. From stone to paper, from paper to digital. Good evening. On behalf of Dr. Ahmed Zayed, Director of the Bibliotheca Alexandrina, I would like to welcome you all to the inauguration session of the International Symposium From Stone to Paper, From Paper to Digital. 3 years ago, we were gathered in the same place in the inauguration of the first edition of this important conference, and today we continue what we have started in 2019. The second edition, organized on the premises of both Bibliotheca Alexandrina and Senghor University, has the sub-theme of what are the means of writing preservation? Over 3 days, from the 28th to the 30th of November, a number of researchers from different countries over the world will discuss several topics related to the preservation and conservation of manuscripts and the written heritage in general, with a special focus on Arabic. And I'm proud to mention herewith that the Bibliotheca Alexandrina will be presented during the coming 2 days by 2 of our most dynamic colleagues, Dr. Ahmed Mansour, the director of the Writing and Scripts Center, and Dr. Azza Izzat, head of Research, Publishing, and Academic Events section, affiliated to the Bibliotheca Alexandrina's academic research sector. And I invite you all to attend their session. They will be talking about digital preservation of a hidden treasure, the revival of Ahmed Kamal Basha dictionary as a prototype. Interesting. And I encourage you all to attend the session, and we would like to have a feedback on every speaker and every part of the conference for purposes of improvement and feedback to keep it in our records. Documentary heritage preservation faces many challenges, such as lack of budget allocated for preservation, especially that we are talking about something that the benefit of which is not tangible. It's not visible to anyone. So when we talk about governments' decisions allocating budgets, they will prefer to allocate these things, these budgets for education, for healthcare, for different aspects in the country.
Also, the lack of trained staff and secure and rescue teams. Also, vandalism and theft. And I will be talking about this in my presentation, together with the armed conflicts and natural disasters and earthquakes and floodings and so on. Safeguarding the nation's heritage is a basic right for future generations. It allows them to comprehend history and build on it. So it is the duty of governments and memory institutions to work together in finding solutions to safeguard heritage and overcome any challenges facing this duty. Libraries are considered as one of the key memory institutions, and since its inauguration, Bibliotheca Alexandrina has focused mainly on heritage preservation and also digitization. The BA houses a number of research centers concerned by the preservation of Coptic, Islamic, and Arabic heritage. And among the very important BA projects that should be mentioned in this regard, the International School of Information Science, ISIS, which is a research institute affiliated to the BA. It acts as an incubator for digital projects, thus promoting innovation, which is one of the BA's core mission. ISIS strives to preserve heritage for future generations in digital form, provide universal access to human knowledge, and promote the research and development of activities and projects related to building a universal digital library. ISIS has launched a number of projects within the framework of this objective, such as Description de l'Égypte, Memory of Suez Canal, Memory of Modern Egypt, Reissuing the Classics of Islamic Heritage, and many others. Libraries are recognized as protectors of humanity heritage. Librarians are currently concerned by the preservation of cultural and intellectual heritage. In my presentation, I would like to share with you the role of libraries in preserving the heritage of humanity. But before I end my welcome note, allow me to thank everyone who worked on organizing this event, starting, of course, with our honorable partners, not only in this event, but also in many other events and projects, the University of Senghor, Alexandria. Also, Gandour Foundation for Art, ICCROM's Youth Heritage Africa Program, IFAO, the AUF, Agence Universitaire de la Francophonie. And at last, allow me to thank my dear colleagues from the Information Institutions and Professional Development Department, and also my dear colleagues from all other sectors and departments of the BA who always prove that the power of teamwork is the way to a successful event. So then I will go for my presentation, if you allow me. The subject of this event is a very dear subject to my heart, especially that we are talking about the preservation of documentary heritage and cultural heritage of any nation. If you want to fight a nation badly, you end the cultural heritage of this nation. You destroy it, and this is the best way to end this nation. In my presentation, I will go through different projects that the library is handling concerning this issue. I will also give you an insight on what is the role of libraries in preserving the heritage of humanity, the view of IFLA, the vision of IFLA, the International Federation of Library Associations and institutions. And I will also give you an insight on the damages that we suffered in different libraries around the world, not only in the Arab region, but also I will give you some more examples on destruction that happened to libraries from all over the world. I will also give you an insight on the activities and
of the UNESCO in that concern, especially Memory of the World project, and also about the Blue Shield, which is considered the Red Cross for culture. I start with the quote: people without the knowledge of their past history, origin, culture, is like tree without roots, can easily be vanished. Why libraries are considered memory institutions? We all agree that libraries are a driving force for building knowledge societies. Preservation knowledge helps understanding the past and gives us a solid footing for the present. IFLA is the International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA supports libraries to promote culture and to safeguard and provide access to heritage for the benefit of their communities, today and tomorrow. I'm writing here the insights of IFLA on their work plan. One of their core activities is to advocate for library as institutions for powering sustainable development, and I encourage you all to go for these activities, because each activity contains many workshops and material that is really helpful for librarians to advocate on these issues. Copyright and access to knowledge, an inclusive rights-based information society, a supportive environment for libraries, and at last, promoting and safeguarding culture and heritage. Libraries have a key role supporting the culture, both contemporary creativity and heritage of the past, in a way that promotes inclusive, sustainable development. In addition to their core focus on literature and other documentary works, libraries are increasingly engaged across a wider range of tangible and intangible forms of expression. From developing literacy and artistic skills, supporting the discovery of new creators and their engagement, ensuring equitable access and possibilities to participate, libraries are key to the cultural infrastructure of any community. Maybe I will give you some examples that will give you a better view of what I'm writing here as a theoretical part. In parallel, they also are the safeguardians of memory of the world, safeguarding the heritage and enabling people to enjoy, learn, and be inspired, benefiting current and future generations. As I mentioned, some examples from for the usage of preserved documentary heritage in libraries, and sometimes we do preserve some information and documents that we don't know how important they are for future generations. And here I will give you just some examples. History preservation in novels, movies, activities, innovations. News, well, as they say, news is the first rough draft of history. So this is true history. A history of a nation is not the history written in historic books. Actually, the history written in historic books is the history of the winner, as they say. But the real history, it comes from novels, from movies. We live these things. It reflects what a nation looks like at the time. The preservation of audiovisual material. And I was really happy to attend one of the events affiliated to UNESCO in the Egyptian Media City. And they have a very interesting lab for restoration of audiovisual material. And I could see the old movies really in a very high quality, and so interesting to watch how the technology was in old days, how they moved the whole temple from one place to another. It was really very interesting and very informative. Libraries' annual report are simply a preserved history reflecting the time happenings.
If we consider, for example, if I give you an example of the Library of Alexandria, when we write the end-of-year report, we simply write what we did for activities and what we did throughout the year. This is a reflection of what we faced throughout the year and had to react accordingly throughout the year with our activities. So when we have the last few years acting with the coronavirus issue, we had a problem that is reflected only in the annual report. Parliamentary libraries, for example, give you also an example of documentary preservation importance, because they enable the transmission of evidence-based information from one era to another. We don't need to start from the beginning. We start from where others have ended. And this we have also touched upon, obviously, for the invention of the coronavirus vaccine. It was so quick, everything went so quickly, because they didn't have to start from the beginning. They started from studying what happened in other cases of pandemics, so on. So this crisis gave us privilege to, or a strength to promote the issue of, or advocate for heritage preservation. Also, academic libraries, the preservation of academic resources reflect the time's scientific achievements. Why is it important to preserve library manuscripts' heritage? Library holdings and resources reflect the culture around us. It may mirror changes in ideologies, popular culture and political leadership, education methods, economic facts, fashion, trending issues, lifestyle, etc. We see that in every resource in the library, in every document we hold, even when we hold the documents of the records of our employees. This is an indication on the lifestyle, on the level of salaries that people had at this time. It gives you an insight on what the nation looked like during that period. And I always like to mention one of the things that really I cared about is when I compare, for example, what we got to know from the preserved heritage from the ancient Egyptians, for example, we see the costumes, how did they look like? We see how they were dressed. We learn about their scientific achievements. They gave us an insight on everything, but we lacked something. We lacked, for example, we know that they used musical instruments, but we never got to hear the music that they played at the time. So still, history lacks some things that they were not preserved, and we are really unlucky not to have these things. And I was also wondering, they also look summery. So they don't wear much clothes, they don't put much clothes on. So I don't know what they did in winter. So did they have coats or what? So the collection and services of libraries and other memory institutions such as museums and archives are important components of social, scientific, and institutional memory. They represent national and cultural identity and aspiration. And as I mentioned at the beginning, if you want to kill a nation, kill its identity, kill its culture. Preservation and conservation from the library and information science point of view. Well, I don't need to go through this. I believe everyone knows about the preservation and conservation, but I will keep it in the presentation for anyone who would like to go through it. I just jumped to that part of the physical deterioration of library material, especially of paper-based material, is now recognized as one of the major professional threats.
So we have the documents, but they vanish. Even the print, the fonts, the things, the paper vanishes throughout the time. This deterioration occurs from various factors, such as the quality of environment in which library collections are stored. And we here at the Library of Alexandria have a very interesting restoration lab for manuscripts, and also a very interesting museum for manuscripts that is very well preserved. They keep the right temperature, they keep the right light. They are so professional. I'm so proud to have them in the place where I work. The handling of these collections, how do they handle these collections? How do they move them from one place to another? How do they deal with these collections? How do they give them to the users? The increasing use of library resources, sometimes we have to, well, we keep the resources for the users to use. So I have a problem, for example, from at the MAPS library. The maps are so big, we are not allowed to keep copies of the maps. We have some very valuable and ancient maps. But when the user keeps using them, they tear. We have serious problems using the library resources with the time. And we are not allowed to have them digitized at the same time because of copyright issues. But there's also other threats to library holdings and resources, such as fires, floods, earthquakes, and wars. So natural disasters and armed conflicts. These are like the two big titles for these issues. All of these factors cause damages to countless libraries, destroying forever much of the recorded history of human civilization. And I will start with one of the, well, the very well-known problems of this issue is the ancient Library of Alexandria. So the burning of the ancient Library of Alexandria really damaged the history of, and the outcomes and the achievements of so many scientifics and things that we will never gather again. I wonder why didn't they keep a digital copy at the time? So I will keep all the information also for you to review. I don't need to go through them. Everyone may, or so many people of you may have checked the history of the ancient library of Alexandria. So the fate of that great wealth of books remains provocative and controversial. We also have some other examples from the Arab region, and I will go, I'll start by Iraq and the British attack in 2003. So we have a problem with the Iraqi Scientific Academic Library, and I have some information about the Scientific Academy Library, and also some of the information concerning the loss of its resources. Also the National Library of Iraq. And here are some sad photos for these two places. We also have a problem also with the conflict, the armed conflict in Syria, the Aleppo Faya Library. And also, it lost more than 10,000 monographs and 1,000 manuscripts. Really, really sad things. And also these are things that were lost from the Syrian library. Also in Yemen, in Egypt, Egyptian Scientific Institute, we all lived this. We all saw the Scientific Institute burn in front of our eyes. And the loss of the collection of this institute was a real, real sad story that we will never forget. Also, some examples from all over the world. So the National University Library in Sarajevo also had part of this. The Germans bomb shelling the library of the University of Louvain,
First and Second World War, the Library of Congress, the famous, nice, lovely building of the Library of Congress, was also destroyed in the War of 1812 when the British forces set fire to the US Capitol during the burning of Washington. Ukraine libraries during the war, and we don't know more about that. We will still see, and we will still see more and more of these incidents that are sad, but people keep talking, and we don't know how it ends and how it will end. And we don't know, we always talk about preventing the disaster. So it was very obvious that we were going ahead a conflict between Ukraine and Russia. And we see that we might, or we are threatened to go through conflicts between Japan and Taiwan. So what were the acts of preservation for the heritage of these places? Why do we always react? Why do we always wait until the disaster has happened, and then we react? UNESCO reported the full or partial damage of at least 192 objects. We cannot ever count the losses. And here are some numbers showing the losses, but the losses are much more than that, definitely. I also want to refer to the Blue Shield, which is the Red Cross of Culture. They were founded in 1996, and their mission is mainly to protect the world's cultural heritage from threats such as armed conflict and natural disasters. They work on raising awareness and training. And one of the very nice and interesting projects that they did at the Blue Shield was a training for the armed forces, for the military armed forces, to help them know how to deal during wars. I don't know if this has helped ever or not, but they do that for so many years. They give a training for the armed forces to help them prevent any damage to any cultural heritage city or document or institute. So I like this project. Because of their purpose and symbolism, most cultural property and cultural heritage are unique and of sentimental value. Their destruction thus carries a message of terror and helplessness, destroys part of humanity's shared memory and collective consciousness, and renders humanity unable to transmit its value and knowledge to future generations. This is a quote from the International Criminal Court. So preserving our library collection is preservation of our past, our present, our heritage, our culture, our identity, which is vital to build our future. The role of digitization in library heritage preservation is a real vital and important issue. It depends on the type of library and how it is used to reflect the preservation needs of its collection. So it differs. Is it an ancient library or is it a new library? We have now libraries that were born digital, actually, so they don't need this part. So they can save this part. The preservation, and even those libraries that were born digital, they also need the preservation. They need strong machines, servers. And we also have now the privilege of the cloud. So nobody can destroy the cloud. So cloud computing is also something that I see is one of the inventions that is really useful. The preservation requirements of local public lending library are obviously different from those of National Library.
And the National Library has a very important role in saving and safeguarding the nation's heritage, at least the documentary heritage. However, both are obliged to maintain and keep accessible their collection, whether for few years or indefinitely. Preserving the intellectual content by putting it into another, more durable format is called reformatting. There are three main reformatting processes: photocopying and microfilming and digitization. And we focus mainly on digitization because it's environmental friendly. Digitization helps in improving access, preventing damage caused by frequent handling, resource sharing with other institutions, future use, and long-term preservation. More challenges threatening heritage preservation are still to come, or are still there. Not only wars and armed conflicts and natural disasters are the problems, but as I mentioned earlier, the lack of budgets allocated from the governments for preservation, because it does not have a visible value. The lack of trained staff and rescue teams, vandalism and theft at different levels, technological theft, and manipulative media. I added these last two things, and I also added vandalism and theft at different levels, because I don't mean vandalism of people, the mob and the crowd in a city. I mean the vandalism and theft of people who know the value of the things that they steal. And technological theft and manipulative media. Now we see a real threat for our culture that can be easily lost without feeling that it's lost. So I work on the new generations. I work with them on just simple media, social media, or other media like movies and games. And I can work on these things and change their mindset, their cultural habits, their points of view, things that identifies the nation. This is the real threat. I also want to share positive news at last, that Egypt also has succeeded in returning the two very important heritage items. And this is not new. This is something that happened a few years ago. And we are also now working on returning some other items like the Rosetta Stone and the head of Nefertiti and so on. Preservation projects from Bibliotheca Alexandrina. So nice part that I like to talk about. The last thing is some projects that the Library of Alexandria did for documentary heritage. The Alexandria Project, for example. It aims to serve the scholars and researchers interested in the study of the ancient Library of Alexandria, ancient Alexandrian scholarship, and intellectual life in ancient Alexandria, and its contemporary work. So a really very interesting project that contains not only old documents and resources, valuable resources, but also lectures and videos from very eminent professors in that field. Daisy Digital Talking Book, and this has a social view because it helps digitize access. It's the digital accessible information system that helps people with disabilities to have the chance to read books the way healthy or just normal people do. The Digital Assets Repository, DAR, it's also one of the key projects at the library, and it's now improving, and we are about to launch a new platform that is much
user-friendly and very interesting, and thankful to the IT department, sector for working on that. Also, the Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage, the CultNet, they don't only have one project, they have so many projects, and they are all interesting, and I invite you all to go through them. So I also end with the quote. I started with the quote and I end with the quote. So society is defined not only by what it creates, but also by what it refuses to destroy. Thank you all. Merci Madame Dina Youssef pour l'intervention enrichissante. Permettez-moi maintenant de vous présenter le professeur Thierry Verdel, lecteur de l'Université Senghor, pour une allocution de bienvenue. Madame la chef du secteur des bibliothèques, de la bibliothèque Alexandrina, by the way, Dina, why do you want to kill a nation? Not me. I personally don't want, but it's people who do the wars are the ones who want that. Okay, and thank you for your very beautiful green shirt, because it makes my tie a little bit less prominent. Mesdames et messieurs les intervenantes et les intervenants, chers participantes et participants, distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs. L'Université Senghor, opérateur direct de la francophonie, comme vous le savez peut-être, est heureuse de vous accueillir à nouveau, pour certains et certaines d'entre vous, dans cette belle ville d'Alexandrie, un peu plus de 3 ans après la première édition de cette rencontre en février 2019. Et je suis heureux de nous retrouver, comme la dernière fois, dans cet endroit splendide et inspirant qu'est la salle de lecture de la Biblioteca Alexandrina. Le succès de la première édition, qui avait réuni des spécialistes du patrimoine documentaire et du patrimoine bâti d'Afrique et du monde arabe, nous a convaincus qu'il fallait continuer à organiser ces rencontres, et j'espère que le mouvement est lancé au-delà de cette seconde édition pour de nombreuses autres. L'idée est donc de faire de ces rencontres un rendez-vous scientifique régulier, que je suggère biannuel, autour de la problématique des rapports entre le patrimoine et le numérique. Et je voudrais souhaiter la bienvenue aux membres du comité scientifique ou du conseil scientifique, ainsi qu'aux intervenantes et intervenants qui viennent d'Afrique, d'Europe et même, je crois, du continent américain. La particularité de cette édition est qu'elle porte plus spécifiquement sur la sauvegarde de l'écrit comme un élément patrimonial de codification et de support de la pensée. À cet égard, je remercie M. Jean-François Faux, d'une part d'avoir été à l'origine de cette manifestation, mais aussi pour la conférence inaugurale qu'il va nous donner dans quelques instants à ce sujet. Je saisis également cette occasion pour signifier ou pour signaler que cette activité vient renforcer la création récente de notre école doctorale interdisciplinaire en développement africain et le développement d'activités de recherche inscrites à notre plan stratégique. Nous avons en effet l'ambition de développer des activités de recherche originales, interdisciplinaires, qui visent à répondre à des enjeux prioritaires du développement africain. Et je crois que la sauvegarde et la valorisation du patrimoine africain font partie de ces enjeux prioritaires. Alors nos doctorants ne sont pas tous actuellement présents, mais je crois l'une d'entre eux est avec nous ce soir et va participer à nos travaux. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les partenaires qui nous accompagnent depuis la première édition et qui continuent à croire en la pertinence de cet événement. Je tiens donc tout particulièrement à saluer la contribution spéciale de la Fondation Gandour pour l'art, basée en Suisse, et à l'intérêt que M. Gandour lui-même porte à nos activités. Je suis également reconnaissant envers la Biblioteca Alexandrina qui nous offre gracieusement cette occasion extraordinaire d'occuper aujourd'hui sa salle de lecture. Reconnaissant également à l'Institut français d'archéologie orientale avec qui nous lançons l'année prochaine un diplôme universitaire en ligne en archéologie et patrimoine, et à l'Agence universitaire de la francophonie, fidèle dans son soutien. J'aimerais enfin mentionner le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, que vous connaissez bien sous l'appellation d'ICROM, qui vient cette année s'ajouter à la liste de nos partenaires à travers son programme Jeunes Patrimoine Afrique. Pour finir, et en paraphrasant Saint-Exupéry, je voudrais dire que nous n'héritons pas le patrimoine de nos ancêtres, en quelque sorte. Nous l'empruntons à nos enfants et nous devons le leur rendre disponible aussi longtemps que possible. Je vous souhaite donc une excellente deuxième édition du colloque PPPN, de riches échanges et un excellent séjour à Alexandrie. Je vous remercie.
Merci, M. Verdel. Et maintenant, j'appelle M. Ribio Nzeza, directeur du département culture à l'Université Senghor. Madame la chef de la section des bibliothèques de la BA, représentant le directeur, Monsieur le recteur de l'Université Senghor, Messieurs les membres du comité scientifique, chères intervenantes, chers intervenants, distingués invités, chères étudiantes et chers étudiants, je vais quand même vous présenter, avant de suivre la leçon inaugurale, le programme de nos travaux pour vous permettre d'en avoir une idée large et de pouvoir peut-être, pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, choisir les moments importants, les moments clés qui n'aimeraient pas rater. Donc la première journée de travaux, ça sera demain, l'avant-midi. Ça commencera à 9 h et elle sera consacrée à la muséologie sous la modération de M. Antoine Pérez qui vient de l'Université Montpellier 3. Donc il y aura 5 interventions, manuscrits du Musée national du Burkina Faso et recontextualisation des discours sur les collections par Béli Nyangao qui interviendra à distance. Il est du Musée national du Burkina Faso. La collection de Kundara numérisée, enjeu de réflexion du projet Museum Futures Africa par Boubacar Diallo qui est présent. Il est du Musée national de Guinée. Numérisation et médiation des collections muséales, conception et déploiement d'Afrikifa, un portail au service des musées ouest-africains par Jean-Paul Lawson, qui est doctorant au laboratoire Humer Héritage à l'Université Cergy à Paris. Une audiovisuelle, conservation, technologie des supports et collections par José Thiero, qui va intervenir à distance. Il est du Musée national du Mali. Et enfin, pour l'avant-midi, inventaire, récollement et numérisation du patrimoine numismatique en Tunisie, le cas des collections du Musée de la monnaie de la Banque centrale de Tunisie par Madame Zakia Loum, qui est présente ici. L'après-midi sera consacré à des sujets variés sous la modération de M. Jean-François Faux, qui du reste est professeur associé à l'Université Senghor. Donc nous aurons comme intervention la stratégie numérique pour la conservation du patrimoine documentaire africain, de la bibliologie historique à la supportologie par Bob Bobutaka de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, mise en place d'une photothèque numérique des fonds anciens des photographies africaines par Franck Ogou de l'École du patrimoine africain à Porto Novo qui interviendra à distance. L'externalisation, ça c'est une question, sous forme de question. L'externalisation est-elle une solution au défi de la conservation et de la préservation des archives publiques et privées du Sénégal par Mordier de l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et ça sera son collègue, le professeur Moustapha Mbeng, qui va ouvrir la deuxième journée de travaux l'avant-midi consacrée à la codicologie, qui, pour rappel, est une discipline qui étudie les textes des manuscrits en tant que support graphique physique. Donc, nous aurons Trab al-Bidan, Massina, Aïssa et Occident, papier et clichés d'un fonds familial de Guinée du 18e et 21e siècle par Alpha Mamadou Diallo Lelouma, du fonds El Hadj Alpha Mamadou Diallo Lelouma, qui va intervenir à distance. Digital Preservation of a Hidden Treasure, The Revival of Ahmed Kamal Pasha Dictionary as a Prototype par Azza Ezat et Ahmed Mansour de la Bibliothèque Alexandrina. Manuscrit en Ajami, perspective d'une valorisation numérique par un duo composé par Johanna Kaznav de l'Université de Lille et par Aminata Khan de l'Université Cheikh Anta Diop. Ça sera suivi par les patrimoines au pluriel, archives et manuscrits. Des patrimoines, archives et manuscrits yéménites face à la guerre par Mohamed Tawaf de l'École nationale de Chartres, basée à Paris. Numérisation et ossérisation. Nous allons découvrir c'est quoi ossérisation. Des manuscrits de Nawaïl du Touat en Algérie, mise en valeur d'un patrimoine menacé par Élise Voguet, qui est de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Et la dernière intervention de l'avant-midi sera « Perspective pour la reconnaissance automatique des écrits arabes »
manuscrites par Noémie Lucas, Shahan Vidal-Goren, Clément Salah, Antoine Perrier, qui viennent respectivement de l'Université d'Édimbourg, CALFA, Sorbonne Université et du CNRS. Et la dernière tranche de ce colloque sera une table ronde qui sera modérée et qui a été organisée par Anne Régour du Centre national de recherche scientifique. Ce panel va nous proposer de traiter de la question des manuscrits numérisés en l'appréhendant par la problématique du manuscrit contexte. Donc, il sera question de répondre à 3 questions. Excusez-moi de la tautologie. La première question, qu'est-ce que l'étude d'un manuscrit ou d'une collection de manuscrits dans ou dans son contexte ajoute à la connaissance que nous avons de lui? Comment enrichit-elle les informations que les manuscrits numérisés nous rendent accessibles? Et enfin, peut-on toujours numériser? Donc, à cette table ronde prendront part Olli Ackermann de Freie Universität Berlin, qui va intervenir sur A Social Perspective on Manuscript Preservation, The Case of Boras of Gujarat en Inde. Carl Davila de la State University of New York at Brookport, qui interviendra What is the value of a number, digitization and the manuscript of Al-Allah. Et enfin, de la maison à la bibliothèque, de la bibliothèque au numérique, le cas du MS.MH57. Vous allez découvrir Bibliothèque Abd al-Rahman al-Artrami Zaïd du Benem. Je pense que Anne Régour pourra nous aider à mieux prononcer et à en savoir davantage. Voilà un peu l'économie de nos travaux et je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Régour. Mesdames et messieurs, on commence maintenant la conférence inaugurale animée par le professeur Jean-François Faux. Doctorat en histoire, professeur associé à l'Université Senghor, ancien directeur du département culture de l'Université Senghor, chercheur associé au Centre d'études alexandrines, chercheur associé au Centre français des études éthiopiennes, membre de Archaeological Society of Alexandria. Monsieur Faux, la parole est à vous. Merci, Rania. Honorables invités, Madame la chef de la section des bibliothèques de la Bibliothèque Alexandrina, Monsieur le recteur, cher Thierry, Monsieur le directeur du département culture, cher Ribio, et permets-moi de te remercier pour l'accueil et l'excellence de l'exercice qui nous est proposé aujourd'hui. Chers et chers collègues, avec une mention spéciale pour Rania Al-Guindi et Rania Sharawi, que je salue bien volontiers. Permettez-moi, avant de commencer mon propos, de l'illustrer par une citation. Une citation de Léopold Sédar Senghor qui est « J'écris parce que personne n'écoute », ce qui est une belle mise en demeure et une belle introduction à mon sujet, l'originalité du support graphique. Donc je vous propose de traiter ce grand sujet, non pas en répondant précisément sur les questions de cette originalité et sur la définition du support graphique, mes collègues le feront beaucoup mieux que moi au cours des journées qui vont suivre, mais je vous propose plutôt un parcours historiographique sur cette question, cette belle question de la transmission du patrimoine écrit à travers un support graphique ou au-delà d'un support graphique. Tout d'abord, vous savez que je commence volontiers mes allocutions par une histoire. Alors la dernière fois, à PPPN 1, on a eu l'histoire de Nathan, qui était le conseiller de Salah el-Din. Mais aujourd'hui, je vous propose une histoire, celle de l'histoire comparée, de 2 dictionnaires. 2 dictionnaires gravés dans la pierre. Le premier, à tout seigneur, tout honneur, puisque nous sommes en Égypte, il s'agit de la pierre de Rosette. Donc vous savez que la pierre de Rosette est un décret et la retransmission écrite d'un décret de Ptolémée V, qui a été gravé à peu près en 196 avant Jésus-Christ, et qui a l'incompérable avantage de résumer ce décret en 3 langues distinctes, hiéroglyphes, démotique et grec. Cette pierre de Rosette constitue assurément la plus belle illustration de ce que peut être un dictionnaire sur un support minéral, la pierre, que rien ne semble venir altérer, si ce n'est la main de l'homme, mais encore faut-il que l'homme prenne le temps
de détruire, graver ou marteler le texte. Le second dictionnaire, qui complète le premier, pardon, est beaucoup moins connu, c'est l'inscription de Behishtoun en Iran. Là, je vais beaucoup vous parler de l'Iran, vous verrez, mais l'inscription de Behishtoun en Iran est une inscription qui réunit 3 textes en 3 alphabets et 3 langues différentes, en pahlavi, en vieux parthe et également en grec. Donc, la pierre de Rosette a permis à Champollion de déchiffrer le hiéroglyphe, et la pierre de Behishtoun, qui est un décret du roi de Sassanide Shapur Ier, qui a été gravé à peu près en 240 avant Jésus-Christ. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'un décret administratif, mais il s'agit d'une recension des conquêtes de Shapur sur la guerre, et là je parle sous le contrôle de mon collègue Antoine Pérez, la guerre contre l'Empire romain et la défaite de l'empereur Vespasien face aux forces sassanides. Donc ce texte a permis à notamment Peter Jung de déchiffrer le pahlavi. Quel rapport, me direz-vous, avec l'originalité du support graphique? D'un côté, la pierre de Rosette, et nous sommes tous d'accord pour le dire, a une prolongation patrimoniale en Égypte par le biais de Champollion. Le hiéroglyphe n'est plus parlé en Égypte depuis très longtemps, le démotique également, et le grec appartient à une langue, le grec ancien appartient à une langue passée qui a été utilisée en son temps en Égypte. Donc l'émotion par rapport à la pierre de Rosette en Égypte se limite finalement à ce récapitulatif. Par contre, si vous prenez la pierre de Behishtoun, vous avez le pahlavi. Donc le pahlavi, vous savez, c'est l'alphabet cunéiforme que vous avez peut-être vu sur des tablettes sumériennes ou autres, et qui était utilisé au moment du début de l'Empire sassanide, avant d'être remplacé plus tard par d'autres graphies, de la graphie araméenne. Donc le pahlavi est une langue qui ne se lit plus en Iran depuis très longtemps, depuis des siècles. L'ancien parthe a disparu, et le grec, comme le grec de la pierre de Rosette, est une langue qui a dominé, qui a été utilisée en son temps dans l'Empire sassanide, mais qui n'existe plus depuis très longtemps. Quelle est la différence et quelle est l'originalité de cette différence de support graphique? C'est que le pahlavi n'est plus lu, mais est compris par la population iranienne. C'est-à-dire que le pahlavi et la langue farsi sont la même chose. La première ligne de ce texte de Behishtoun, c'est Shapur, Shah Iran. Si je dis dans la rue à Téhéran ou dans un champ du côté de Yazd au premier paysan venu Shah Iran, il va comprendre tout parfaitement de quoi il s'agit. La deuxième ligne, c'est Pedareshtan. Pedareshtan, le père de la terre. Si je dis cette même phrase au même paysan du côté de Yazd, il comprendra exactement et précisément ce que je dis. Donc vous avez là une transmission qui est altérée par la perte de la connaissance du support graphique, c'est-à-dire l'alphabet, mais qui est compensée d'un côté par une continuité linguistique, donc un patrimoine linguistique qui se régénère de manière indépendante du support graphique, mais qui reste quand même attaché émotionnellement à ce même support graphique, nonobstant le fait que cette inscription relate la victoire d'un roi iranien sur l'empereur Vespasien. Ce qui m'amène au premier point de réflexion, c'est que le patrimoine ne se transmet pas directement, il s'acquiert. Le patrimoine doit s'acquérir. Effectivement, si on n'avait pas eu le déchiffrage de l'alphabet pahlavi, jamais ce texte, de manière orale, ne serait arrivé à la connaissance des Iraniens de manière générale, ou du moins ceux qui ont fait des études, ne serait-ce que secondaires. Cette notion de patrimoine écrit donc s'inscrit dans une bicéphalité. La première, si nous prenons l'étymologie, patrimoine, qui vient de patrinium, c'est-à-dire ce qui vient du père, et donc qui inclut une résilience. Il y a ce qui vient du père lorsqu'il est mort. Donc on a une résilience par rapport à cette perte. Et donc le patrimoine version occidentale se situe entre l'éros, le vivant,
et le thanatos, le disparu. Donc le patrimoine permet de faire l'acquisition patrimoniale, permet de faire le lien entre les deux. Si nous prenons une version plus orientale, en hébreu on dit ras et en arabe on dit touras. Touras, c'est l'héritage. On hérite de quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous revient. Pourquoi cet héritage va être direct sur les supports graphiques du monde oriental? Parce qu'à la différence de l'inscription de Behishtoun ou de la pierre de Rosette, le monde islamique donne la clé de perception, la lecture directe qu'il y a par rapport au patrimoine islamique, aux inscriptions islamiques et au-delà de ces inscriptions islamiques, au corpus de cette civilisation islamique. Donc nous avons deux facettes. Le patrimoine, je le redis volontiers, ne s'acquiert pas, il se transmet. André Malraux disait, il faut que je retrouve la citation exacte, oui, la culture ne s'hérite pas, elle est le fruit d'une conquête. Et ce qui nous unit, c'est l'objet de cette conquête. Dans ce que dit André Malraux, à la conférence des pays francophones de Niamey en 1969. Bon, André Malraux a été un grand ministre de la Culture, nous sommes d'accord, mais il ne manquait pas d'air de dire ça à Niamey. Parce que nous sommes à Niamey au cœur de l'Afrique sahélienne, nous sommes à Niamey au cœur de la culture sahélienne, et nous sommes à Niamey au cœur du support graphique d'une culture sahélienne. Là, je pense que vous en parlerez beaucoup mieux que moi après-demain, qui est le texte adjami. Qu'est-ce que le texte adjami? Le adjami sont les langues, différentes langues sahéliennes, le wolof, le bambara, etc., qui sont transcrites en alphabet arabe. Donc, cette culture adjami, ce support graphique qui est très original, parce que le adjami, au départ, adjami concerne le Khalij, le golfe Persique, et ce sont les Arabes qui traitent les Perses de adjami, c'est-à-dire de gens qui ne parlent pas l'arabe. Et puis le terme s'est déplacé et a gagné l'Afrique sahélienne et désigne maintenant ce moyen de graphie, cette littérature très forte qui est donc la recension écrite de langue orale. Pardon. Lorsque Malraux dit que cette conquête doit nous unir, on ne peut pas, pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Afrique centrale, on ne peut pas dissocier le phénomène de patrimoine écrit, donc de support graphique, de la colonisation. Parce que c'est le colon qui est arrivé et qui, dans sa grande bienveillance, a décrété ce qui était patrimoine ou ce qui ne l'était pas. Donc, ainsi, les statuettes funéraires sahéliennes, qui se trouvent actuellement au Quai Branly, entre parenthèses, ont fait l'objet d'une recension, d'une étude et d'une politique de publication scientifique très importante sur leur signification, leur projection culturelle. Par contre, les manuscrits adjami ont été, jusqu'à très peu de temps, méconnus. Pourquoi ils ont été méconnus? Parce qu'ils sont le prototype et la manifestation évidente d'une culture africaine subsaharienne. Et, lorsque la colonisation arrive, lorsque le colon arrive drapé dans ses bons sentiments de civilisation, il ne peut pas accepter que la civilisation existe déjà. Donc on va écarter cette civilisation qui ne me convient pas, qui ne nous convient pas, qui ne leur convient pas, pour en mettre une autre, celle de la francophonie. Donc mes propos ne sont pas du tout, je dirais, problématiques. Ils sont un constat d'histoire. L'histoire constate que la colonisation a apporté la francophonie. Nous sommes bien placés de le savoir à Senghor pour l'Afrique francophone, qui est un magnifique outil de communication, qui est un magnifique outil culturel. J'ai cité volontiers Léopold Sédar Senghor en commençant mon propos, et il est le prototype même de la francophonie. Je citerai également Mouloud Feraoun, Assia Djebar, etc., tous ces grands écrivains africains qui s'expriment en français et non pas en arabe, nonobstant du fait qu'une première couche culturelle de l'Afrique sahélienne a été effacée parce que cette couche culturelle présentait une originalité du support graphique qui est la langue adjami et qui ne correspondait pas aux vues, aux buts et aux projets, aux projections de la colonisation. Deuxième chose, par rapport à cette récupération, au sens propre du terme, patrimoniale, si nous prenons l'Europe. Vous savez qu'en Europe, le patrimoine est un phénomène récent. Il est né à la fin du XIXe siècle, avec la prise de conscience patrimoniale
de Prosper Mérimée dans la suite du mouvement romantique. Et cette projection patrimoniale de Prosper Mérimée, cette prise de conscience patrimoniale de Prosper Mérimée, en ce qui concerne l'écrit, je m'en limiterai à l'écrit puisque c'est le sujet de mon propos, comporte des failles. Prosper Mérimée est, et là encore une fois l'historiographie le montre, le prototype de la bourgeoisie triomphante européenne du XIXe siècle. Donc il met en place toute une politique très volontaire et très efficace de préservation de monuments, mais également de description. Nous avons les fameux corpus, de nombreux corpus de description latine, qu'elles soient antiques ou médiévales, de corpus de description grecque recensés, inventoriés en France, mais il manque un corpus des inscriptions arabes. La ville de Narbonne, dans le sud de la France, a été pendant à peu près 60 ans, de 914 à 960, le siège de la wilaya la plus au nord de l'émirat de Cordoue. Cette présence musulmane dans le sud de la France a donné lieu à une production culturelle. L'écrit, bien sûr, a été transmis. Au-delà de cette présence musulmane pendant 60 ans dans le sud de la France, nous avons eu jusqu'au XIVe siècle, et Lucette Valenzi a écrit un très beau livre là-dessus, Des étrangers si proches, nous avons eu la présence de communautés musulmanes à Narbonne, à Montpellier, à Béziers. L'archéologie a retrouvé très tôt, depuis les années 1850-1860, donc contemporain de Mérimée, un certain nombre de stèles qui apportent la présence de ces communautés, qui retracent leur vie quotidienne, puisque nous avons une très belle stèle d'un étudiant en droit qui était inscrit de l'université de Montpellier, déjà à l'époque. Nous avons des stèles qui retracent la vie, stèle funéraire, la vie et le parcours de certains commerçants. Donc nous avons tout un pan de l'histoire de France qui est inconnu à la fois, je dirais, du grand public et du public averti par, je dirais, une politique donnée, une vision politique donnée qui correspond à l'époque à l'histoire de France par Jules Michelet, qui est celle du jacobinisme, on veut voir une seule tête. Donc cette projection patrimoniale reste à même de définir une politique étatique et, par-delà, influencer une société. Si vous prenez en France maintenant la bataille de Poitiers, qui a été un micro-phénomène dans la France mérovingienne, la bataille de Poitiers est connue de tout le monde. Le fait que Narbonne, siège d'une wilaya de l'émirat de Cordoue, est connu par personne, même pas des Narbonnais. Donc, ce support graphique, l'originalité de ce support graphique, met en place un certain nombre de mécanismes à la fois d'accaparation, mais également de rejet. Je reviens à l'Iran et au monde oriental. Si vous prenez les magnifiques, la mosquée Shah Abbas à Isfahan, vous avez la mosquée Shah Abbas à Isfahan, où vous avez exactement comme pour Behishtour ou pour la pierre de Rosette, un support minéral, architectural, qui est un support graphique, puisque la totalité des décorations de ces belles mosquées sont des citations coraniques, L'Iranien de base, le fidèle de base qui habite Isfahan, Shiraz ou Yazd, lorsqu'il voit ces mosquées qui sont les siennes, pour lui, il n'y a pas de doute, ce sont ces mosquées. Il a complètement coupé le cordon ombilical avec l'origine de leur construction. Pour lui, ces mosquées qui sont les siennes appartiennent à une accaparation patrimoniale. Et là, le support, qui est le support de la langue arabe, qu'il lit, mais qu'il ne comprend pas, représente son patrimoine. Et la même personne, lorsqu'elle va au Ravéronnais le soir, elle va écouter les déclamations de Shahnameh. Shahnameh, c'est le livre des rois, c'est l'épopée nationale iranienne, que tous les Iraniens connaissent par cœur. Là, il comprend tout. Le support n'est plus la pierre, le support n'est plus minéral, le support est le papier imprimé, mais il ressent la même émotion. D'un côté, et là, il ne lit pas puisqu'il déclame. Il y a une tradition en Iran d'oralité. On dit toujours que le monde musulman et le monde de l'écrit, il y a quand même quelques failles, puisque cette tradition d'oralité s'appuie sur la langue farsi. Le farsi a été remis en course par Ferdoussi lorsqu'il a rédigé Shahnameh. Il n'a pas rédigé Shahnameh, il a retranscrit Shahnameh, puisque c'est une tradition orale qu'il a reprise.
Et, pardon, la langue farsi, le persan, est une langue indo-européenne. Cette langue indo-européenne, elle est retranscrite et retranscrite également en alphabet arabe, un alphabet sémitique. Donc il y a une sorte de changement de niveau, et c'est pour ça que l'oralité est si importante en Iran, parce qu'elle permet d'exprimer la richesse de cette langue avec toute sa force. Donc nous avons, au-delà de ces différentes fluctuations que nous montre l'historiographie, une analyse du support graphique en fonction de l'utilité qu'il peut donner ou de l'inutilité qu'il peut produire. Si on arrive au livre, le livre reste quand même un des supports, au-delà des épitaphes, un des supports, le codex, reste un des supports favoris de l'expression écrite. Pour illustrer cette diversité du support graphique du livre, je prendrai l'exemple du Mus'haf. Le Mus'haf, qui est le support, le Mus'haf c'est le codex, mais c'est également la copie écrite du Coran. Et là, cette copie écrite du Coran représente en elle-même un support graphique idéal, puisqu'il permet aux fidèles de le lire, même s'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle cela est écrit. Alors pour les arabophones, il n'y a pas de problème, mais si on prend le monde musulman en dehors de la sphère arabe, la Turquie, le monde persophone, le sous-continent indien, l'Indonésie, etc., vous avez quantité de gens qui sont, ou l'Afrique sahélienne, vous avez quantité de gens qui sont à même de lire le message coranique, donc de percevoir ce support graphique sans en comprendre le sens ou de manière, je dirais, parce qu'ils ont mémorisé ça, la médersa. Donc ce support graphique du livre reste primordial. Il reste primordial parce que le livre, le codex, est un élément, est un objet fini. Si on prend un codex en alphabet européen, de la capitale qui commence la première phrase jusqu'au point final, il n'y a plus rien à ajouter lorsqu'il est fait. Et pourtant, ce livre, qui est un produit fini, que l'on a entre les mains, a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il appartient, et ça c'est un aspect que je ne veux pas dire opposé, mais que je mets en parallèle avec la numérisation. Le premier aspect du livre, c'est un objet personnel. J'ai mon livre. Alors, j'ai mon livre à la main, je le lis où je veux, où j'ai envie, c'est mon livre. Ce livre, si j'ai envie de le partager, je vais le partager. Si j'ai envie de le garder pour moi et d'en garder la réflexion à titre personnel, je le ferai. Donc le livre est un objet personnel. Cet objet personnel, il est vertical. Il est vertical parce que le livre est le produit d'un auteur. Et l'auteur est le produit d'une société. Donc un livre est le produit d'un instant donné, d'une société donnée, avec une thématique donnée. Et enfin, le livre, et là je citerai Emmanuel Levinas, qui écrit en 1982, le livre constitue un espace vital. Pourquoi le livre constitue un espace vital? Parce que l'originalité du support graphique du livre est quelque chose à la fois d'émotif et de transmissible. Si je prends un livre de littérature, je vais prendre un livre de littérature en fonction de mes goûts. Je ne vais pas choisir tel livre, mais tel autre. Mais ce choix du support graphique qu'est le livre de littérature va être complètement contredit par un épisode qui nous est tous arrivé. On trouve quelque part dans la maison un livre qui a appartenu à une grand-mère ou une grand-tante, et on a premièrement, en découvrant ce livre, une émotion. C'est le livre de la grand-mère de Nana. Mais cette émotion, elle va être doublée avec la lecture du contenu du livre. C'est pourquoi il est fait. Et donc, vous avez un livre, parce qu'il a appartenu à votre grand-mère, premier stade d'émotion, vous allez le lire, deuxième stade d'émotion. Alors que peut-être, si vous aviez vu le même titre sur les étagères d'une bibliothèque, vous ne l'auriez pas pris. Donc, le livre est à la fois vertical et émotionnel. Maintenant, le deuxième point du livre, c'est que je vous ai dit que c'est un produit fini. Mais c'est un produit fini qui est extensible à l'infini. Ce qui peut paraître contradictoire, mais c'est une réalité. Un livre, on peut en tirer des citations, on peut le découper en parties, et même on peut le faire grandir
lorsque vous avez, on l'a tous eu entre les mains, les œuvres choisies de Prévert, les œuvres choisies de Omar Khayyam, les œuvres choisies de Victor Hugo. Donc là, vous avez, par un phénomène d'édition, un titre qui est complété par ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'ont succédé. Donc le livre présente cette particularité, au-delà de l'objet physique, personnel et mobile, d'être celui d'un objet reproductible à l'infini. Nous savons bien, les historiens, mes collègues le savent bien, on passe notre temps à travailler sur des textes. Si je prends un texte de Jafar Tabari, tout le monde le connaît. Mais je vais trouver dedans ce que je cherche par rapport à la problématique que je veux exposer. Si on a une poésie, si je lis une poésie, si je lis de Laurence Durel à Alexandrie, la lecture de Laurence Durel à Alexandrie, in situ, même si c'est un peu barbant au niveau texte, aura une autre signification que si je lis Laurence Durel à Paris ou à New York. Donc ce livre reste dépendant de l'humain. Mais ce livre est numérisé, ce qui est une chance. La numérisation est un instrument de préservation et de diffusion. Mais cette numérisation fait passer le livre du stade vertical au stade horizontal. C'est-à-dire que la numérisation, elle n'est plus privée. C'est sur l'écran lumineux de mon ordinateur que je vais avoir s'afficher une page, un texte. Ce texte est généralisé et démocratisé. C'est très bien. Mais il ne m'appartient plus. Il n'appartient plus à celui qui le lit. C'est une généralisation d'un message littéraire, scientifique ou autre, ce qui est très bien. Mais la numérisation ne peut pas constituer un instrument de préservation, d'interprétation du texte littéraire, ou historique, ou philosophique. La numérisation constitue une clé d'accès à ce même texte, c'est-à-dire par une facilité que nous apprécions tous ici, parce que ça évite ma génération comme la nôtre. Il y a 20 ans, il fallait commander à la BNF à Paris les photocopies, payer à l'avance, recevoir les photocopies pour ceux qui n'habitaient pas Paris. Maintenant, c'est fini. On a un accès immédiat. Mais cet accès immédiat, encore une fois, ne constitue pas une clé de compréhension du texte, mais une simple clé d'accès à ce même texte. Et la numérisation, deuxièmement, il faut en être conscient, reste très dépendante du contexte dans lequel elle se met en place. La numérisation que vous avez dans certains pays ne sera pas la même que celle que vous pouvez trouver à la librairie du Congrès à Washington. Donc, il ne s'agit pas de refuser le progrès, il ne s'agit pas de refuser ce formidable élan technique que représente la numérisation, il s'agit de prendre conscience que la numérisation ne constitue pas une finalité en elle-même, mais un excellent outil d'accès à un texte qui reste le fruit, le produit humain. Un des meilleurs exemples, on l'a tous eu entre les mains, c'est les copier-coller que font nos étudiants. Le copier-coller de nos étudiants, maintenant, c'est quelque chose de classique. Le copier-coller ne peut pas remplacer un texte qu'a écrit l'étudiant. Un copier-coller ne peut pas remplacer un texte écrit tout simplement. Parce que si on écrit un texte, comme j'ai fait, on l'a en mémoire. C'est-à-dire qu'on peut en parler. On maîtrise le sujet, comme on dit. Si vous ne maîtrisez pas le sujet, ça veut dire que vous n'avez pas écrit le texte, et ça veut dire que cette numérisation, cette projection technologique, technique, n'est pas valable pour comprendre le sujet, elle est valable pour avoir accès au sujet. Et je pense que nous allons parler de ce problème et de ces questions tout au long des 3 journées qui nous attendent à présent. Donc, pour conclure, je voudrais dire que l'originalité du support graphique reste une originalité de temps et une originalité de lieu. Le support graphique tel qu'il a été élaboré en 196 avant Jésus-Christ, lorsque le décret de Ptolémée V a été gravé sur la pierre de Rosette, ce support graphique n'a plus rien à voir avec une édition des années 50 et un accès en ligne gratuit de nos jours. Mais cette originalité contribue, et je terminerai là-dessus, cette originalité contribue à construire le savoir, à construire la connaissance académique qui, sans ces différents wagons qui se sont accrochés à elle, ne peut pas aboutir. Je vous remercie.
Nous arrivons à la clôture de notre soirée. Je tiens à remercier le professeur Faux pour son intervention aussi intéressante et enrichissante. J'aimerais aussi remercier énormément toutes les équipes d'organisation à l'ABA, à l'Université Senghor, pour leur dévouement, pour l'organisation de notre séance. Et n'oubliez pas de rendre les casques d'interprétation. Je remercie aussi les interprètes. Maintenant, je vous invite à une photo collective avant de partir de la salle. Et après, je vous invite à un cocktail au centre des conférences, tout en face de la salle de lecture. Les organisateurs vont vous guider. Et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.